Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Quel froid! Décidément, cet hiver 1829 est l'un des plus rigoureux qu'on ait jamais connu. La neige tombe à grands flocons et les températures sont bien en dessous de zéro. On parle de moins 15 degrés à Toulouse et moins 13 à Avignon. Rendez-vous compte! Et Pécaïr, vous n'avez ni manteau ni bonnet. Je vois bien que vous êtes transi de froid. Fort heureusement, ce soir, c'est le réveillon de Noël. Et dans cette époque encore profondément croyante, on ne refuse jamais de faire preuve de solidarité. On pense aux pauvres, aux malades, et on prépare les aumônes. Ainsi, je suis certaine que nous trouverons une famille pour nous accueillir en ce soir de fête. Allez, suivez-moi. Ah, nous voilà chez la famille Arboussette. Nous allons pouvoir nous réchauffer grâce à la cheminée et fêter dignement Noël. C'est bien pour cela que vous êtes là, pas vrai? Installez-vous, ne soyez pas timide. Nous avons encore un peu de temps avant la première partie du repas. Regardez, sur la petite table en bois là-bas, la crèche de Noël est installée. C'est une tradition très importante dans le sud de la France. Pas de Noël sans crèche. D'ailleurs, laissez-moi vous en dire 2 mots. La coutume est née en Italie au XIIIe siècle. Les crèches n'étaient alors que dans les églises de Rome et se composaient de statuettes en bois sculpté. À la fin du XVe siècle, elles se sont multipliées un peu partout, dans le Midi notamment. Et c'est aussi à cette époque qu'on a commencé à habiller les statuettes. Puis, la Révolution française a éclaté et le régime de la Terreur a supprimé tout symbole religieux dans les lieux publics. Les crèches des églises ont été détruites. Les familles, du Midi et d'ailleurs, ont donc cherché à exprimer leur dévotion de manière plus subtile. Et c'est ainsi que sont apparues les crèches dans les maisons. Le sculpteur Jean-Louis Laniel a alors créé les premiers santons de Marseille. Il a eu l'idée d'utiliser des moules pour réaliser des personnages en argile d'Aubagne et de les cuire. Très astucieux, puisque ce procédé lui permettait de créer de nombreux modèles à moindre coût. Approchez-vous de la crèche. Nous allons regarder d'un peu plus près les personnages. La Vierge Marie doit être devant l'âne, Joseph devant le bœuf. Les 3 rois mages sont accompagnés par un chameau. Le berger et la bergère tiennent un agneau et sont suivis par le meunier, derrière lequel se cache l'aubergiste honteux. Puis vient le maire inquiet de cet attroupement et escorté du tambourinaïr. Et au milieu de tout ce beau monde, le petit Jésus évidemment, les bras levés vers le ciel. Chaque famille ajoute ses personnages et les met en scène.
La crèche est là jusqu'à l'arrivée des rois mages le 6 janvier. C'est un spectacle vivant, un théâtre qui émerveille les enfants et rassemble les grands. La crèche est une société miniature, un miroir de la vie quotidienne. D'ailleurs, la construction des décors est une cérémonie familiale. En effet, les promenades d'automne permettent de recueillir des éléments de décor nécessaires. Du thym, du romarin, de la mousse, de la paille, des écorces, des cailloux, des asperges sauvages, symbole de renouveau. Eh bien voilà, c'est tout moi ça. Je parle, et le temps file. J'entends vos estomacs gronder. Et ça tombe bien, voilà le repas qui est bientôt prêt. Mais d'abord, occupons-nous du cache-à-fouoc. C'est une tradition essentielle, celle qui nous portera bonheur pour l'année à venir. Le plus jeune et le plus vieux d'entre nous doivent allumer la bûche ensemble. Et maintenant, répétez avec moi. Cache-à-fouoc alegre, Dieu nous faga la gracia de veire l'an que ven. Ce qui veut dire brûle feu joyeux, que Dieu nous fasse la grâce de voir l'année qui vient. Ne touchez plus à rien, la bûche devra brûler lentement jusqu'à l'épiphanie. Ces cendres seront ensuite gardées. Elles protégeront la maison, éloigneront la foudre et assureront de bonnes récoltes. Avec ça, si 1830 n'est pas une année incroyable, je ne comprendrai plus rien. Allez, mettons la table. La maîtresse de maison va bientôt apporter le repas. Nous devons d'abord disposer une première nappe blanche, puis une deuxième et une troisième par-dessus. Elle représente la Trinité. Puis, on pose 3 chandeliers et 3 assiettes de blé germé, symbole de prospérité. Et voilà, il est l'heure de manger. Je dois toutefois vous prévenir. Pas de dinde au marron ou de foie gras. Le repas du réveillon est souvent un repas maigre à cette époque. Pas de viande, mais du poisson, des légumes et de l'huile d'olive. Mais je vous le promets, nous nous rattraperons au dessert après la messe de minuit. Allez, mangeons et chantons surtout. Les tubes de Noël de l'époque sont en occitan et certains remontent au XVIIe siècle. Ils racontent la nativité, mais avec une saveur locale. L'un des plus célèbres est la Cambo me fai mau, du prieur et compositeur Nicolas Saboli. La Cambo me fai mau, butto cielo, la Cambo me fai mau, butto cielo, muncivao. J'espère que vous avez trouvé le repas savoureux. Mais avant de s'attaquer au dessert, nous allons devoir assister à la messe traditionnelle, qu'on appelle la messe de minuit. Prenez votre mal en patience, c'est une cérémonie généralement très longue. Elle commence par une pastorale, une pièce de théâtre qui rejoue la nativité avec les habitants du village. Puis, tout le monde prie et chante, toujours en occitan.
pour vous faire passer le temps, je vous propose de vous raconter l'histoire des 3 messes basses, publiée en 1875 par Alphonse Daudet. Mais nous sommes en 1829, me direz-vous. Eh bien, disons que nous sommes en avance sur notre temps. Cette histoire sera l'une des plus connues dans le Midi. Écoutez plutôt. Lors de la nuit de Noël, le sacristain Garrigou, représentant le diable, va faire commettre au révérend Dom Balaguer un péché de gourmandise. En effet, chargé de célébrer 3 messes consécutives, le saint homme ne pense qu'au réveillon qui l'attend après son office. Si la première messe se passe presque sans encombre, les 2 autres se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu. La clochette de Garrigou tinte pour l'inciter à se dépêcher. Pris d'une folie de gourmandise, le prêtre précipite la dernière messe à tel point qu'il en devient inaudible. Après cela, impatient de festoyer, Dom Balaguer mange et boit tant et si bien qu'il meurt au cours de la nuit. Pour ce crime, dont il n'a pas pu se repentir de son vivant, il sera condamné à redire au même endroit 300 messes. Et sur cette histoire beaucoup moins romantique qu'un téléfilm de Noël, nous allons pouvoir rentrer et nous attabler pour le dessert. Ou plutôt, les desserts. Il y en a 13, pour être exact. 13 comme Jésus et ses apôtres. On y trouve les 4 mendiants, figues, amandes, raisins secs et noix. Des fruits confits, du nougat blanc et noir, la fameuse pompe à huile, qui est une fougasse parfumée à la fleur d'oranger et à l'huile d'olive, parfois des dattes et des calissons. Chaque famille adapte ce menu sucré, mais on y retrouve toujours la même idée. Ainsi, pas de chocolat ni de bûche, mais vous verrez, la pompe à huile est vraiment savoureuse. La soirée se poursuit. On rit, on chante, et les petits vieux racontent les contes et légendes du pays. Cette soirée est passée si vite, mais il va être temps pour moi de vous ramener dans le présent. Mais prenez un autre morceau de pompe à huile pour la route. J'espère que ce réveillon en ma compagnie vous a ravi les oreilles, les yeux et l'estomac. En commentaire, n'hésitez pas à me raconter les traditions de Noël de votre région, de votre département ou de votre village. Je serai ravie de les lire. Et d'ici là, joyeux Noël à tous!